À quoi ressemble le quotidien d'une décoratrice d'intérieur? Quelles sont les missions? Qu'est-ce qui compose une semaine type d'une décoratrice d'intérieur? C'est souvent une question que j'ai et du coup, je t'ai préparé une petite liste pour te raconter un petit peu le quotidien, la vraie vie d'une décoratrice d'intérieur. Et je sais que si tu te poses cette question, c'est peut-être que tu es en train de te demander aussi si ce métier est fait pour toi et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Tu vas pouvoir te rendre compte si tout ça te parle ou ne te parle pas. Et c'est vraiment l'objectif de cette vidéo. Donc, prends des notes et on attaque tout de suite. Première grande mission de la décoratrice d'intérieur, c'est bien sûr tous les projets clients. Ça, c'est plutôt des moments qu'on fait un petit peu solo dans notre studio. Alors, notre studio, ça peut être nos maisons, hein. Quand on démarre, il y a évidemment souvent cette étape-là avant d'avoir une agence et un lieu physique pour accueillir les clients, ce qui est complètement OK. Mais souvent, on démarre, en fait, la plus grosse partie de notre activité, fort heureusement, c'est les projets clients. On est souvent dans cette phase de créativité. Donc là, c'est vraiment un moment plutôt, voilà, encore une fois, plutôt solitaire, où on vient réfléchir au projet. On vient créer le projet à l'image de nos clients. On a eu en général une entrevue avec les clients avant, enfin je dis en général, c'est même systématique. On a vraiment eu ce rendez-vous où on a entendu les besoins profonds, les attentes, les problématiques des clients, ce qu'ils ont envie de vivre dans leur maison, quels sont leurs enjeux, quels sont les points de douleur qu'ils ressentent aujourd'hui, pourquoi ils nous appellent. Et en fait, ce qu'ils attendent de nous, c'est cette transformation. Donc, quand on va travailler leur projet, on a à l'esprit toute l'expression de leurs besoins profonds, ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils nous ont pas forcément dit et qu'on a cherché à comprendre. Voilà, c'est vraiment cette grosse partie et en général, c'est ce qu'on aime le plus parce que c'est là qu'explose notre créativité. On est en général un peu sur un travail moitié ordinateur. On va travailler sur des outils comme Canva par exemple, ou simplement un simple logiciel de traitement texte, hein, un Word ou un PowerPoint, peu importe, on a chacune nos outils. Donc on a ce côté travail sur ordinateur, mais on a aussi beaucoup un travail à partir d'échantillons. C'est-à-dire que moi, en général, quand je suis dans cette phase-là, j'en mets un peu partout par terre. J'adore travailler par terre, j'avoue, où je sors mes échantillons de couleurs, mes échantillons de papier peint, mes échantillons de matière, du tissu, etc. Et je viens brainstormer avec moi-même suite à tout ce que m'a dit le client sur qu'est-ce que je vais pouvoir de composer, assembler différents éléments de façon surprenante, unique et très à l'écoute des besoins des clients. En général, je me cale des plages horaires relativement importantes. C'est pas quelque chose que je suis capable de faire un peu à la va-vite dans un petit quart d'heure. Donc souvent, c'est des moments où je me mets 2-3 heures à peu près dans l'agenda, où je sais que je vais pas être dérangée. C'est des moments où je coupe plutôt les notifications, où j'évite d'avoir mon téléphone sur les yeux pour pas me laisser distraire sur quelque chose. Et je suis un peu en mode deep work, enfin vraiment focus sur mon projet où je teste des choses, j'en élimine d'autres, j'essaye de voir un petit peu ce qui va fonctionner et de laisser parler cette créativité que voilà, c'est vraiment la phase la plus stimulante, la plus exaltante d'un projet. Donc vraiment, on brainstorm. Moi, en général, j'écris plein de choses en même temps. J'évoque tout un champ des possibles. J'évoque ce qui pourrait fonctionner, des palettes de couleurs qui pourraient fonctionner. Ça part en général un petit peu dans tous les sens et puis avec une petite forme d'entonnoir, je réduis le champ des possibles au fur et à mesure pour arriver à une proposition qui va être évolutive, hein, bien sûr, à la lumière de ce que le client va m'évoquer. Je vais bouger plus tard des choses, mais voilà, j'arrive progressivement à un projet que je suis prête à présenter au client. À cette phase-là, je vais être amenée à créer, voilà, il y a ce côté brainstorming dont je te parle, mais je vais devoir créer aussi pas mal de documents, produire pas mal de documents. Ça peut être des planches d'ambiance, ça peut être un plan d'implantation. Même si je suis décoratrice d'intérieur et si je ne fais pas des plans d'exécution, des plans contractuels, parce que c'est pas mon métier, je suis pas archi d'intérieur, je suis pas ingénieur, donc c'est pas mon métier. Mais par contre, on a quand même besoin de faire des plans pour venir mettre un peu les éléments sur un plan, s'assurer de la circulation,
s'assurer que le canapé, il est de la bonne dimension, de s'assurer qu'on a suffisamment de place assise en fonction du mode de vie des clients, et cetera. Donc ce plan, il est indispensable. Planche d'ambiance, bien sûr. Parfois un plan d'électricité qui, là encore une fois, n'a pas de valeur contractuelle, mais par contre qui va me permettre d'imaginer l'éclairage pour l'espace que je dois décorer. Donc encore une fois, on met sur plan 2D à la base pour s'imaginer des scénarii lumineux qui vont, encore une fois, servir les besoins profonds de nos clients. Il va y avoir aussi des dessins parfois plus techniques, quand on peut composer des meubles sur mesure, par exemple. Il va y avoir des palettes de couleurs, des études chromatiques. Il va y avoir un petit peu tous ces documents qu'on peut produire au fur et à mesure en fonction de l'avancée du projet. Alors, c'est des documents, qui nous sont utiles pour communiquer avec le client. Je ne suis pas du tout de cette team où je viens produire systématiquement des documents de façon, oui, de façon rituelle, systématique. Je ne produis des documents que ceux qui servent au bon déroulement d'un projet, à la bonne communication avec nos clients. Donc s'il y a quelque chose de très fluide, il y a certains documents que je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire de la 3D pour le plaisir si je peux m'en passer, parce que c'est chronophage, parce que ça demande de tarifer cher pour le client, alors que ce n'est pas toujours nécessaire pour le bon déroulement du projet. Donc ça dépend. Et puis bien sûr, tout ça va être répété au cours du projet. Voilà, il y a cette première grosse phase solo brainstorming avec moi-même dont je te parlais, mais forcément, il va y avoir d'autres parties qui vont se ressembler un petit peu, où suite au feedback, suite au retour du client, je vais retourner travailler le projet, je vais affiner. Si un client me dit, bah, par exemple, je n'aime pas ce luminaire-là, cette forme, ce matériau, etc., je relance des recherches et je viens améliorer, retravailler le projet. C'est complètement normal. Aucun projet n'est validé à 100% dès le premier rendez-vous. Voilà. Il ne faut pas du tout penser qu'une bonne décoratrice trouve tout de suite les bonnes réponses. Non, on a besoin d'avancer main dans la main avec le client, parce que le client, on essaye d'avoir le plus d'informations possible, mais parfois il y a des choses qu'il n'arrive pas à formuler, dont il n'a pas conscience lui-même, et que c'est quand on lui présente le projet pour la première fois qu'on arrive à mettre en lumière, à affiner un petit peu ses envies, ses goûts. Donc c'est tout à fait normal d'avoir besoin d'y retravailler par la suite. Deuxième grosse mission, entre guillemets, de la décoratrice d'intérieur, c'est les emails. Je me rends compte à quel point j'ai une gestion importante des emails. Ça fait vraiment partie de mon quotidien et j'y passe probablement plusieurs heures par semaine, voire même par jour dans certains cas. Il y a les emails clients, donc ça peut être des emails que je reçois juste comme premier contact. Donc là, bah forcément, je fais la démarche de répondre à cet email, de déclencher un appel, probablement aussi avec le prospect. À ce stade-là, ce n'est pas un client, c'est juste un contact. Donc je viens vraiment communiquer. Souvent, j'envoie aussi des emails en cours de projet pour tenir au courant mon client, pour lui dire, bah voilà, j'ai fini de travailler le projet, est-ce que vous seriez dispo la semaine prochaine pour un rendez-vous? Donc voilà, il y a toute cette gestion d'email. Le client m'en envoie aussi beaucoup avec des questions, d'autres idées qui lui seraient venues. Donc on a vraiment cet échange régulier avec le client et je trouve que ça fait partie de l'accompagnement client, de l'expérience qu'on a envie de lui faire vivre, d'être capable de répondre, j'ai envie de dire presque tous les jours. Enfin, on n'est pas censé laisser nos clients sans réponse pendant des journées. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que le client se sente soutenu, se sente entendu, écouté. Donc forcément, cette écoute et cette bienveillance de ma part en tant que décoratrice d'intérieur, ça passe par des réponses relativement rapides. Alors, je ne suis pas corvéable à merci et je n'ai pas d'obligation à répondre du tac au tac, mais quand même, je ne laisse jamais un client sans réponse rapide. Autres emails que je dois gérer, c'est les fournisseurs. Donc là, il peut y avoir plein de choses. Ça peut être des passations de commandes. Voilà, un client veut que je commande pour lui du papier peint, par exemple. Donc forcément, j'ai une série d'emails avec le fournisseur qui vont se succéder. Ça va démarrer par une demande d'échantillon. Ensuite, il va y avoir une demande de tarification. Il va y avoir cette validation de la commande une fois que le client est OK. Je vais donner voilà, des quantités, des références, des finitions selon l'élément à commander.
Après je vais devoir, gérer, la réception, la livraison, la réception de la commande. Ça peut être aussi gérer des SAV, des voilà, s'il y a un petit problème, ça m'est déjà arrivé par exemple de recevoir un luminaire avec un transformateur qui était, défectueux. Bah, forcément là, c'est le client qui le signale. On renvoie un mail au fournisseur qui nous répond, qui peut demander des photos, des compléments d'informations et forcément, on gère ce SAV. En toute sincérité, souvent, ça se passe très, très bien parce qu'on a choisi nos fournisseurs pour leurs valeurs, pour leur qualité humaine. Donc voilà, donc il y a tout ce suivi des commandes qui fait partie du quotidien, qui, en fonction du nombre de projets qu'on gère, peut prendre, là aussi quelques heures dans la semaine. Et dernier, emails qu'on doit gérer, c'est les emails avec les artisans. Là, encore une fois, ça dépend des projets, mais en général, je communique beaucoup avec mes artisans par mail pour leur demander un rendez-vous sur un projet, leur demander s'ils sont disponibles, leur poser des questions. J'avoue qu'il y a les emails, mais il y a aussi beaucoup le téléphone, parce qu'en fait, il y a rien de tel que le contact, facile par téléphone. Ça me fait une petite transition avec les emails. Il y a aussi beaucoup de gestion, d'appels téléphoniques. Là, encore une fois, les fournisseurs peut-être un petit peu moins, mais beaucoup les clients qui nous appellent juste parce que c'est plus simple et c'est plus fluide que par email. Et il y a beaucoup les artisans qui nous disent: «Écoute, là je suis sur chantier, tu m'as dit que le papier peint tu le voulais, à tel endroit. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que le parquet tu le veux bien dans le sens de la longueur et non pas de la largeur?» On a ce genre d'échange avec les artisans aussi qui prennent du temps, indéniablement. Et puis parfois, il y a aussi juste la gestion des problèmes. Encore une fois, ça peut être avec les fournisseurs, avec les clients ou avec les artisans. Je dis toujours un projet, il y a toujours un problème à gérer et pour moi, une bonne décoratrice, un bon artisan, un bon fournisseur, c'est celui qui accepte de gérer les problèmes avec aucune difficulté. Ça fait partie du job, c'est pas grave, ça arrive à tout moment. Qu'il puisse manquer, d'une quantité de carrelage, bah, c'est pas grave, on rappelle le fournisseur, on en recommande. Ça crée des petits délais, des petits inconforts, mais encore une fois, plus on prépare notre client à ces éventualités, plus lui, l'accueille, avec de bon gré. Enfin voilà, c'est toujours un peu pénible, mais ça fait partie du métier. Donc il y a vraiment ce travail main dans la main, avec, tout ce réseau autour de nous, clients, artisans, fournisseurs, où on vient tous, travailler en collaboration pour le bon déroulement des projets. Une troisième partie, très importante dans le travail, qu'on peut faire en tant que décoratrice d'intérieur, c'est tous les rendez-vous en présentiel. Alors il y a beaucoup et principalement les rendez-vous avec les clients. Il est très, très fréquent que je me déplace chez le client. La première fois où je me déplace chez un client, c'est bien sûr ce premier rendez-vous. Souvent, le client m'a contacté par mail ou par téléphone, mais évidemment, on a à cœur de se rencontrer pour de vrai. Déjà, un, pour que lui, il se rende compte s'il a envie de collaborer avec moi, si la relation se fait avec sérénité, avec envie, hein, ce que je dis des fois à mes clients en plaisantant, on va passer 6 mois, 1 an ensemble, donc il faut quand même qu'on ait envie de se voir, régulièrement et d'échanger. Il faut qu'on ait du plaisir à cette collaboration, à travailler ce projet ensemble. Donc voilà, ce premier contact en présentiel est hyper important et puis là où il est hyper important pour moi, c'est aussi de me rendre compte, de l'espace. Les photos, ça fonctionne, les plans, ça fonctionne. J'ai beaucoup travaillé sur des maisons en construction, donc là, il n'y avait pas d'endroit où aller, hein, parce que rien n'était sorti de terre. Mais quand c'est pas le cas, bah, forcément, il y a quelque chose de très soutenant pour le projet d'aller dans le lieu. Il y a pas mal d'intuition aussi qui s'opère chez nous, une dimension psychologique au projet où on va pouvoir ressentir les vibes un petit peu du projet, ressentir, les difficultés de circulation, ressentir une émotion, ressentir quelque chose qui le client n'a pas su nous exprimer en amont, dont il n'a pas pris conscience aussi, bien souvent. Ça va nous permettre de déambuler dans la maison, de se rendre compte un petit peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, les carences du lieu, ce qu'on va pouvoir améliorer. Ça va nous permettre de nous rendre compte, de l'éclairage naturel, de l'éclairage artificiel, de la froideur d'un lieu, par exemple, en ressentant les matériaux ou au contraire, un lieu où il y aurait beaucoup trop de bois, où ce serait beaucoup trop chaud et on aurait besoin de rééquilibrer derrière. Il y a plein de choses qu'on vient, ressentir comme ça en présentiel. Donc ça, ces rendez-vous en présentiel
ce premier rendez-vous en tout cas est essentiel. On retourne régulièrement chez le client aussi, pour présenter le projet. Ça arrive plein de fois. Voilà, un projet, c'est plusieurs rendez-vous successifs, hein. Je dirais qu'en moyenne, il y en a 3-4 au minimum. Et donc, en fait, souvent, l'idéal, c'est de se retrouver chez le client parce qu'il n'y a rien de tel pour un client d'être dans son lieu, dans sa maison, dans son espace, pour vraiment se rendre compte des bénéfices, des propositions qu'on va pouvoir lui amener. Heu, Bien souvent aussi, alors moi j'ai eu plusieurs fois un studio, une agence, dans 2, ouais, 3 fois dans des contextes, différents et là, il y a aussi beaucoup de bénéfices à accueillir les clients chez nous, dans nos locaux, si on a la chance d'en avoir. Parce qu'en fait, on a tous les échantillons, on a tous les matériaux sous la main. Nous, ça nous évite aussi de tout trimballer, de tout transporter, ce qui peut peser quand même très, très lourd au final et le client, permet de voir aussi le champ des possibles. Il peut s'imprégner aussi du lieu de notre studio. Il y a quelque chose aussi qui nous positionne en vrai professionnel, d'avoir un lieu. On peut avoir des catalogues entiers de papier peint, beaucoup d'échantillons. Il y a plein de choses qu'on sait montrer, des exemples d'éclairage, des exemples de mise en œuvre, d'agencement et cetera, sur mesure, qui peuvent être vraiment canons et soutenir nos propositions. Donc quand on a la chance d'avoir un lieu, ça nous, positionne aussi, en vrai pro, non pas qu'on ne soit pas, sans lieu physique, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais en général, il y a quelque chose de très soutenant de pouvoir accueillir un client dans notre, agence, dans nos studios. Quatrième partie et ça, c'est pas la plus sexy, je dois l'avouer que moi, c'est pas ma préférée, c'est toute la gestion administrative. Qu'est-ce que j'entends par gestion administrative? Tout ce qui est administratif. Tout ce qui est facturation, tout ce qui est communication avec pour les impôts, pour la TVA, la compta et cetera. Ça fait partie un petit peu du quotidien. Souvent, c'est quelque chose qu'on délègue. J'avoue que moi, la compta, depuis le début, je l'ai déléguée parce que je suis vraiment pas bonne là-dedans et c'est clairement pas ma zone de génie. Évidemment, j'ai progressé parce qu'on est obligé de comprendre sa compta. On n'a pas le choix que de comprendre notre rentabilité, se rendre compte ce qu'on a en trésorerie pour ne pas faire des dépenses qui ne seraient pas pertinentes, ne pas faire des investissements qui ne seraient pas pertinents ou à l'inverse, de s'inquiéter pour une trésorerie alors qu'en fait on l'a la trésorerie et on peut être plus audacieux. Donc cette connaissance de notre résultat et de notre chiffre d'affaires est important. Donc on n'a pas le choix que de mettre les mains dans le cambouis, on n'a pas le choix que de faire des factures. Donc il faut y aller, comprendre ce qui se passe. Donc là, encore une fois, j'avoue que c'est pas le côté le plus fun, hein. Bon, quoique moi, faire des factures, je trouve ça plutôt cool parce qu'en fait, si je fais des factures, ça veut dire que j'ai bien bossé et que je vais rentrer de l'argent. Donc j'avoue que ça, c'est quand même plutôt assez réjouissant. C'est une jolie récompense, du travail qu'on a fait. Mais voilà, il y a quand même cette partie administrative qui prend pas énormément de temps, mais on a toujours des documents à envoyer à l'administration, à l'URSSAF, à voilà, différentes administrations comme ça. Donc on est obligé d'y passer quelques heures, par mois en général, en moyenne. Cinquième partie à laquelle on pense pas forcément, mais qui est essentielle et là, on va sortir un petit peu du cadre de la décoratrice pour vraiment endosser la casquette de l'entrepreneur qui est en nous, c'est de bosser notre communication, notre visibilité, notre marketing. C'est et surtout quand on démarre, hyper important d'y consacrer beaucoup de temps. Je dois t'avouer que souvent, quand on démarre, et on ne devrait jamais le lâcher d'ailleurs, la plus grosse partie du temps de notre agenda, c'est pas la création de projet, c'est pas les couleurs, les matériaux, les planches d'ambiance, etc. Ce qui va nous occuper au maximum, c'est cette communication et ce marketing. En général, on n'est pas formé à ça. Alors, sauf si dans ton ancien job, c'était le cas. Et là, du coup, tu as une force bien différente des autres décoratrices. Et ça, c'est canon pour toi. Mais en fait, on n'a pas le choix que de bosser ses réseaux sociaux. Donc oui, peut-être qu'Instagram aujourd'hui, c'est pas quelque chose que tu connais bien, c'est pas quelque chose que tu consommes ou tu as forcément les codes. Il y a moyen de faire sans Instagram, on est 1000 fois d'accord, mais quand même, on est un peu obligé d'utiliser les réseaux sociaux. On a nos sites internet comme vitrine, mais Instagram ou un LinkedIn ou un Facebook, c'est quand même une vitrine qui est canon pour parler de nos projets, pour se raconter nous, pour partager notre quotidien, pour partager les backstage,
pour raconter un petit peu nos valeurs, comment on travaille avec les clients, pour montrer des avant-après, pour toute cette spontanéité du quotidien. Donc ça nous fait un terrain de jeu qui est super chouette, pour connecter avec nos prospects et nos clients. Donc en fait, utiliser les réseaux sociaux, régulièrement, parce que c'est aussi ça qui paye, hein, c'est la régularité, on n'a pas trop le choix et en fait, bah, on y va. Il faut juste, bah, déjà peut-être se former aussi, hein, monter en compétence si c'est pas le cas aujourd'hui pour toi et puis, bah, essayer d'y trouver du plaisir, d'y trouver un peu de confort dans l'inconfort et une fois que tu t'appropries ça, bah, il y a quand même quelque chose d'assez chouette parce que c'est une façon de connecter avec nos clients, nos futurs clients. On a souvent des petits messages, donc il y a quelque chose de l'ordre de la connexion humaine qui est plutôt chouette. Donc voilà, il y a plein de bénéfices à ça, mais n'empêche qu'il faut y mettre du temps dans son agenda. Heu, le temps de ce marketing, de cette communication, de cette visibilité, c'est aussi prendre le temps, bah, de sortir, de s'échapper un peu de son ordinateur et de son bureau et d'aller faire des événements en présentiel. Ça peut être rejoindre un réseau d'entrepreneurs. Donc tu vas rencontrer, faire un after work ou faire un petit déjeuner, un moment ou un lunch le midi avec d'autres entrepreneurs. En fait, ces personnes-là vont pouvoir t'apporter du business potentiellement, donc tu as envie de connecter avec eux. Déjà, c'est très riche d'échanger entre entrepreneurs, on se sent beaucoup moins seul avec nos galères. Donc vraiment, tout ça est hyper important. Et puis, il va y avoir aussi peut-être d'aller à toi à des événements d'autres personnes, de showroom, toi d'en animer, d'en proposer, de gérer des ateliers, des conférences, voilà, créer des espaces de rencontre avec des futurs clients. Encore une fois, oui, on peut rester derrière son ordinateur parce qu'avec les réseaux sociaux, il peut se passer plein de choses. Avec nos sites internet, il peut se passer plein de choses. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose d'hyper puissant à connecter entre êtres humains. On est des êtres sociaux, on a juste envie, un moment, de créer cette sincérité dans la relation et je suis convaincue que c'est comme ça qu'on attire beaucoup plus facilement les gens parce qu'en fait, ils ont plaisir à te rencontrer, à échanger avec toi. Il y a quand même une certaine complicité qui se crée avec nos clients, hein. Ils nous ouvrent leur intimité, il ne faut pas l'oublier. Donc en fait, on a besoin de ce contact avec eux en présentiel. Et ça va être aussi, ce marketing, ça va être aussi d'aller voir des showrooms, d'aller rencontrer des artisans, d'aller, devant toutes ces personnes qui vont nous soutenir dans notre business, qui vont nous aider à ce que nos projets prennent vie, qui vont aider à résoudre les problèmes qu'on peut avoir, mais qui vont nous apporter des affaires aussi. Un artisan, c'est un vrai gros apporteur d'affaires et réciproquement. Toi, tu vas aussi lui apporter des affaires du business. Donc du coup, il y a vraiment ce win-win avec un artisan, avec un fournisseur, où on a besoin de déclencher du temps pour venir travailler notre visibilité, apprendre à se pitcher. On a tout ça à travailler. C'est parfois un peu des zones d'inconfort, surtout quand on démarre. Mais là, encore une fois, c'est apprendre à amener du confort dans cet inconfort et puis se rendre compte à quel point c'est puissant bah, de créer ce lien humain. Et dernière grosse mission, et je sais que souvent, ça c'est quelque chose qu'on fait passer à la trappe, et je suis convaincue que c'est une grosse erreur, c'est dans mon agenda, je mets, en général j'essaye au moins une fois par semaine, un petit créneau en fin de semaine, ça peut être un petit peu moins souvent, mais de se mettre des moments où, au lieu de bosser dans mon business, le nez dans le guidon, à bosser comme une folle sur mes réseaux sociaux, sur mes projets clients, à répondre aux emails, etc., c'est de se dire, OK, tout ça, je l'enlève et je prends de la hauteur. Je me rends compte de qu'est-ce qui s'est bien passé cette semaine ou ce mois pour moi. Quel a été mon chiffre d'affaires? Quelles actions de ma part ont amené ce chiffre d'affaires? Qu'est-ce qui a été bénéfique? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai procrastiné? Qu'est-ce que j'aurais dû faire, mais que j'ai mis sous le tapis plus ou moins consciemment? Donc de prendre ce temps de hauteur pour se dire, si je veux faire grandir mon business, je ne peux pas être le nez dans le guidon tout le temps. Et j'ai besoin de ce temps un petit peu d'introspection, de me dire, bah voilà, je m'étais fixé ça et ça comme objectif au début du mois, avec ça et ça comme action. Qu'est-ce que j'ai fait pour de vrai? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et voilà, donc en fait, ça, c'est des moments où je viens analyser
tout ce que j'ai fait et puis après, de me dire: «OK, bah, le mois prochain, qu'est-ce que du coup je souhaite mettre en place?» Souvent, on a l'impression qu'on a des montagnes de boulot devant nous, donc vraiment prendre le temps de découper ces gros objectifs, ces grosses montagnes, de venir les découper en sous-objectifs, en actions, en tâches de plus en plus précises et de les répartir dans mon agenda. Voilà, souvent, voilà, plus on met dans notre agenda à la semaine, par exemple, cette semaine, quoi qu'il arrive, je dois avoir fait ça de fait, plus ça vient soutenir notre business. Moins on procrastine et meilleurs sont les résultats. Et c'est ça qu'on veut, hein. On veut, oui, satisfaire nos clients, mais pour avoir des clients, il faut tout ce travail un petit peu en sous-marin, en amont, de réflexion, de posture entrepreneuriale, de se dire quelles actions je dois mener. Et parfois, on se rend compte que des actions qu'on fait, bah, ce n'est pas celles qui sont les plus bénéfiques. Donc parfois, on remplit du temps avec à chercher à peaufiner pour la énième fois le site internet. En vrai, on s'en fiche. C'est pas grave, même si ton site internet est imparfait, il y a sûrement des actions beaucoup plus puissantes pour que ton business marche, à venir réfléchir, à venir mettre dans ton agenda en grande priorité. Donc voilà, donc en résumé, je trouve que le quotidien d'une décoratrice, c'est vraiment cet équilibre entre créativité. Bien sûr qu'on est là pour faire des projets, pour faire du beau, pour mettre des couleurs, des beaux matériaux, pour faire des aménagements ingénieux, etc. Et il y a un petit côté technique avec la réalisation de documents. Mais il y a aussi l'autre côté, le revers de la médaille entre guillemets de décoratrice, bah, on est entrepreneur aussi. Donc en fait, ma routine, mon quotidien, ma semaine de décoratrice d'intérieur, c'est cet équilibre qui se veut le plus, cohérent possible, le plus, ouais, cet équilibre le plus équilibré, j'allais dire. On n'est pas sur, c'est un petit peu redondant, mais n'empêche qu'il y a ça. On a besoin de vérifier qu'on est et décoratrice et entrepreneur et que ce avec quoi on est le moins à l'aise, bah, globalement, c'est souvent une erreur. Si on ne le fait pas, c'est qu'on met tout ça sous le tapis en croyant que c'est pas nécessaire et bien souvent, bah, ça l'est. Donc vraiment trouver cet équilibre entre un peu d'administratif, beaucoup de créativité, beaucoup de marketing, de communication et c'est un peu à ça que ressemble notre, quotidien de décoratrice d'intérieur. Donc être décoratrice d'intérieur, c'est vraiment se comporter en vrai chef d'entreprise. En chef d'entreprise créative, certes, mais surtout qui prend ses responsabilités de chef d'entreprise à tous les égards. Si tu veux en parler, tu peux réserver un appel découverte avec moi. On en parle avec grand plaisir. Si tu veux être sûr que ton projet de devenir décoratrice d'intérieur est aligné avec toi, va soutenir ton mode de vie, on en parle avec très très grand plaisir.